Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Est-ce que vous nous entendez bien? Normalement, on est bon. Content de vous retrouver ce soir pour notre nouvelle émission. J'avais pris des vacances la semaine dernière, donc voilà, je suis content de vous retrouver. Bonsoir Yelfinger, bonsoir Olgen. Ça a l'air de fonctionner, ok, super, très bien. Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Voilà, donc l'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'intelligence, comme vous avez pu le voir dans le titre de l'émission. Donc on va parler d'intelligence avec nos invités, qui sont, alors je commence dans l'ordre, donc qui sont Michel Habib, qui est neurologue et neuropsychologue au CHU de Marseille, c'est bien ça? Mhm. Bonjour. Voilà, bonjour, bonjour. Et avec donc Fanny Nussbaum, qui est chercheuse en psychologie et neurosciences. Bonjour, Hugo. Et avec Héloïse, que vous connaissez maintenant, puisque c'est pas la première fois qu'elle vient sur Twitch avec nous, qui est directrice de la rédaction et qui est aussi la coordinatrice de notre dossier sur l'intelligence qui est paru en kiosque ce mois-ci. Voilà, je vous le mets. Hop là. Qu'est-ce que l'intelligence? Et donc, dans ce dossier qu'Héloïse a coordonné, vous avez plusieurs articles, et notamment un article écrit par Michel Habib, qui est avec nous ce soir, et un entretien avec Fanny Nussbaum, qui est aussi avec nous ce soir. Voilà, donc les deux invités de ce soir ont participé au numéro. Si le sujet vous intéresse, donc bon, on va en discuter pendant l'heure à venir, mais si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à aller jeter un œil à notre dossier, que ce soit sur Internet ou dans un kiosque. Voilà. Et puis, comme d'habitude, si vous avez besoin d'infos sur nos invités, vous pouvez taper dans le chat point d'exclamation invité au pluriel. Et donc, vous aurez des précisions sur leur parcours et sur un de leurs ouvrages sur le sujet de ce soir. Donc, vous aurez un lien vers le livre de Fanny Nussbaum qui a écrit Le secret des performants, qui est paru l'année dernière aux éditions Odile Jacob, et le livre auquel a collaboré Michel Habib qui s'appelle L'enfant à haut potentiel intellectuel, regard croisé. Donc il n'est pas le seul auteur, il a participé à l'ouvrage, mais voilà, vous pouvez trouver les références en tapant point d'exclamation invité. Voilà, là j'ai terminé, on va se lancer parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir. Le sujet est très vaste. Voilà, la première question que je voudrais quand même poser, c'est une question qui s'adresse à Héloïse à propos de l'intelligence en général et de la raison pour laquelle on a invité Michel et Fanny ce soir. C'est à quelle discipline, à quel chercheur on fait appel pour parler d'intelligence. Alors, Michel et Fanny auront aussi leur mot à dire, évidemment, sur ce sujet. À Sciences humaines, quand on fait des dossiers, on cherche toujours à faire l'état des savoirs, des connaissances de manière le plus pluridisciplinaire possible. Donc, évidemment, sur un dossier sur l'intelligence, on va s'intéresser aux savoirs nouveaux sur l'intelligence, donc notamment les savoirs issus des neurosciences, de la neuropsychologie. Mais on va aussi s'intéresser à ce qui a été dit, théorisé, pensé dans l'histoire des sciences humaines et même de la littérature sur l'intelligence, parce que c'est une notion qui ne date pas des neurosciences. Et donc, il y a des savoirs philosophiques sur l'intelligence qui remontent, on peut les faire remonter à Platon, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans ce dossier aussi, hein, ou à Homère, parce que quand on voit le personnage d'Ulysse, par exemple, c'est le personnage intelligent par excellence. Alors, c'est pas forcément l'intelligent des neuropsychologues ou de ceux qui font des WISC, des tests de QI, c'est ce que les Grecs appelaient la métis, l'intelligence pratique. Donc, c'est une forme d'intelligence de l'action qui est particulière. Mais enfin, il y a toute une histoire à raconter de cette notion d'intelligence. Et c'est vrai que dans notre dossier, on est parti de là, donc en faisant à la fois référence aux philosophes, aux penseurs de l'éducation, parce que c'est vrai que la psychométrie, la volonté de mesurer l'intelligence a très vite été associée à des préoccupations éducatives et sociales d'ailleurs. Et puis, évidemment, on évolue petit à petit vers la psychologie,
la psychologie cognitive, mais la psychologie aussi des émotions. Est-ce que les émotions, elles servent l'intelligence ou est-ce qu'elles l'entravent, par exemple? Ça, c'est des questions qu'on peut beaucoup se poser et qui sont instruites aujourd'hui jusqu'aux réflexions très actuelles sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Fanny, Michel? Alors, je ne sais pas si on entre tout de suite dans le vif du sujet. Je trouve ça vraiment intéressant de savoir, en tout cas, comment Héloïse et Hugo aussi, j'imagine que vous participez. Comment vous partez en recherche quand vous avez un sujet, comment vous partez en recherche d'experts, de spécialistes ou de personnes qui connaissent le sujet. Je trouve ça vraiment chouette. Après, pour la question de la définition princeps de l'intelligence, en fait, c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à Platon ou Homère ou même des mythes, mais vraiment le mot intelligence, il est apparu au XIIe siècle et bon, on pourra en parler après, mais dans vraiment son étymologie princeps et l'état d'esprit dans lequel il est apparu, ben, on verra qu'il ne voulait pas du tout dire la même chose que ce qu'on entend aujourd'hui par intelligence. Mais on va y venir. Je rajouterai je relèverai de ce qu'a présenté Héloïse sur Homère en particulier. Et je pense que Homère disait que Ulysse était rusé et non pas intelligent. Et la ruse, le fait d'être rusé, pas la ruse, mais le fait d'être rusé, est certainement une forme d'intelligence assez particulière et qui, à mon sens, ne recouvre pas du tout l'ensemble des capacités intellectuelles. Oui, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Vernon a beaucoup travaillé là-dessus, hein, c'est ce mélange de débrouillardise, de sagacité, de sens du moment présent aussi, qui est une forme d'intelligence, non pas théorique, mais vraiment d'intelligence en situation. Et peut-être qu'on pourra le rapprocher dans notre discussion d'une intelligence sociale plus qu'une intelligence intellectuelle. Hein. Je veux dire, on voit beaucoup de hauts potentiels qui sont très mauvais du point de vue de la ruse, justement, qui ne décèlent pas les ruses chez les autres. Et ça, c'est une caractéristique finalement de l'intelligence. C'est peut-être une question qu'on va poser et on n'a peut-être pas le même avis, Fanny et moi, là-dessus, c'est qu'il y aurait plusieurs types d'intelligence ou pas. Alors voilà, venons-en au fait. Donc cette intelligence, comment est-ce qu'on la définit? Fanny, vous parlez tout à l'heure d'une définition qui remonte d'un premier emploi du mot qui remonte au XIIe siècle. Le titre de notre dossier, c'est Qu'est-ce que l'intelligence? Sous-titre, il n'y a pas que le QI. Le QI, c'est le quotient intellectuel, c'est les tests d'intelligence que le grand public connaît bien. Mais voilà, l'intelligence, ça n'est pas que ça, c'est autre chose. Voilà, qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence? Oui, alors c'est même, pour moi, c'est même plus que l'intelligence, ça n'est pas que ça, c'est même l'intelligence, ça n'est souvent pas ça du tout. Donc en fait, voilà, Michel bien avant moi, mais en tout cas, on se connaît depuis de nombreuses années maintenant, et donc voilà, je fais partie de ceux qui ont beaucoup travaillé sur cette idée d'intelligence. Et donc j'ai proposé, il y a bien longtemps aussi maintenant, un terme, mais qui recouvre aussi un nouveau champ qui s'appelle la philocognition, donc qui est ce que d'autres appellent les surdoués, précoces, au potentiel, zèbres, etc. Et moi, je l'appelle la philocognition, avec deux profils qui sont les laminaires et les complexes. Et donc, pendant très longtemps, je disais, comme nombreux de mes pairs, que la philocognition, ou ce que d'autres appelaient autrement, que c'était ça l'intelligence. Et d'ailleurs, les tests de QI s'appellent, pour les principaux, les échelles de Wechsler, c'est Wechsler Intelligence Scale. Donc vraiment, ça s'appelle des échelles d'intelligence. Or, plus le temps passait et plus je me sentais mal à l'aise avec cette idée de l'intelligence comme étant la philocognition ou le haut potentiel, parce que je voyais bien qu'on pouvait avoir cette capacité de raisonnement chez ces hauts potentiels philocognitifs. On voyait bien qu'il y avait cette capacité de raisonnement qui était meilleure que celle des autres. Bon, bah ça, on a pu le noter. Après, on parlera des tests de QI parce que c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, on voyait chez ces enfants et ces adultes cette capacité-là.
Mais il y avait des moments où on voyait que cette capacité, on était complètement incapable de l'utiliser et on ne pouvait pas parler d'intelligence puisque j'en viens à l'enquête que j'ai menée du coup pour aller plus vite que ma pensée ne l'a fait pendant ces années-là. En fait, donc, je suis revenue à la définition de l'intelligence et j'ai vu que le mot intelligence était apparu au XIIe siècle chez des religieux pour décrire le fait, donc ça vient de interlegere, qui inter parmi, legere, trier, recueillir, décider. Donc l'intelligence, il y avait cette idée chez ces religieux. Vous savez que le XIIe siècle, c'est le siècle de la légende du roi Arthur, de la quête du Saint Graal, des Templiers. Enfin, on est dans cette idée de s'extraire de sa basse condition humaine pour s'élever vers quelque chose de divin ou de plus grand que soi. Et donc, voilà, si je devais le résumer, c'est ça l'intelligence. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Le secret des performants, parce que tout d'un coup, j'ai eu cette épiphanie, pour moi, cette révélation qui était que l'intelligence n'est pas une capacité, on avait la phylocognition qui était une super capacité de raisonnement, mais on a plein d'autres capacités. Il y a des capacités, certains ont des capacités émotionnelles, certains ont des capacités athlétiques, d'autres artistiques, etc. etc. Et donc, ce que justement Howard Gardner appelle les intelligences multiples, je ne voyais pas d'intelligence, je voyais seulement une liste qui peut s'étendre à l'infini de capacités. Chacun a une capacité un peu meilleure que celle de son voisin. Et donc, je ne voyais pas là d'intelligence. Je voyais une capacité que chacun avait en plus ou en moins des autres. Et à partir de cette capacité, je me suis dit, mais en fait, l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est un état. C'est un état qui va révéler les capacités de chacun à un moment donné. Donc, à un moment, on va être en état d'intelligence, et donc si on est phylocognitif, sportif, le plus haut degré de l'état d'intelligence, je l'ai appelé la performance. Donc quand on est dans son meilleur état d'intelligence, donc en performance, et ben, quand on est phylocognitif, on va montrer les meilleures capacités, on va montrer au mieux ses capacités de raisonnement et voilà, se questionner, pousser le schmilblick, etc. Quand on est un sportif, on est en état d'intelligence et au milieu de performance, on va pouvoir faire un coup incroyable au tennis, etc. etc. Artiste, pareil, enfin, vous avez compris. Et donc, les capacités, je les mets au même niveau et je dis qu'il n'y a pas d'intelligence multiple, mais des capacités multiples. En revanche, il y a un état d'intelligence et soit on est avec des gradations, donc je vous disais le plus haut c'est la performance, et parfois on va être en état d'intelligence et parfois pas, ce qui fait que parfois, même quand on a une super capacité bien meilleure que celle des autres, je dis souvent, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, évidemment vous avez compris que je ne crois pas qu'il y a une intelligence émotionnelle, mais une capacité émotionnelle meilleure que celle des autres parfois, et bien parfois, même le gars qui a la meilleure capacité émotionnelle possible, eh bien, après je vais arrêter de monopoliser la parole, pardon, eh bien ce gars-là, il y a des moments où quand même il va rien comprendre à l'autre, où il va pouvoir blesser l'autre, où il va pas être au meilleur de cette capacité-là. Voilà. D'accord, très bien. Alors bonsoir à tous, je vois que vous nous saluez dans le chat, donc bonsoir tout le monde. Bienvenue, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, je les transmets aux invités de ce soir. Donc voilà, merci Fanny pour cette définition de l'intelligence. Est-ce que Michel, vous êtes d'accord avec cette définition? Donc plutôt une intelligence qui serait un état? Alors, moi je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que de par mon métier de clinicien, de neurologue, je suis surtout concerné par des personnes qui ont une intelligence différente. Et donc c'est ce qui m'a amené à réfléchir sur l'intelligence, c'est de voir ces personnes-là qui ont en particulier des hétérogénéités au sein de leur intelligence. Alors, ça nous oblige un petit peu à parler du quotient intellectuel, le fameux WISC, ou la WISE pour les adultes, le WISC pour les enfants, qui est une échelle qui est faite de plusieurs sous-tests qui vont mesurer chacun une partie de l'intelligence. Et ça, pour quelqu'un qui a une formation de neuropsychologue comme moi, ça évoque immédiatement un type de compréhension du système cognitif
à travers le cerveau sous la forme de modules séparables les uns des autres et qui ont chacun un rôle et chacun de ces modules pouvant être plus ou moins bon dans son rôle. Okay. Alors, par exemple, typiquement, c'est la base un petit peu du raisonnement neuropsychologique, il y a des personnes qui sont excellentes, qui excellent dans tout ce qui est langagier, linguistique, et qui peuvent être plutôt moyens, voire en dessous de la moyenne pour d'autres types de tâches. Hein. Et ça, à travers le QI, ça se voit très facilement. Ces personnes qui peuvent avoir sur les tests qu'on appelle verbaux, hein, un indice de performance verbale qui est autour de 17 sur 20, par exemple. Hein. Ça veut dire qu'il est capable de raisonner sur des concepts qui passent par les mots de façon excellente, largement au-dessus de la moyenne qui est à 10. Okay. D'accord. Et cette même personne peut avoir, sur d'autres tests, des performances juste à la moyenne. Hein. Par exemple, quand il faut raisonner sur des dessins géométriques pour essayer de compléter des dessins ou de faire une suite logique, hein, tout ce qui est du raisonnement abstrait non verbal, plutôt bas, plutôt dans la moyenne. Et cette hétérogénéité, elle va tout à fait nous amener à réfléchir en termes de modules dans le cerveau. Ça veut dire que certains modules, ceux du langage, dont on sait où ils se trouvent dans le cerveau, sont plus performants, alors que d'autres modules sont moins performants. Et ça nous donne un modèle, finalement, à travers l'observation de personnes particulières, hein, qui ont cette hétérogénéité de leur fonctionnement mental, un modèle de compréhension du fonctionnement mental et de l'intelligence. Alors, on a une Donc, question... forcément un modèle différent de celui sur lequel s'est basée Fanny. Hein. Oui, voilà. Alors, pour creuser un petit peu ce que vous nous dites là, on a une question dans le chat où Sikfi nous dit: est-ce que cela signifie que Michel Habib a une approche plus localisationniste que connexionniste? Alors, peut-être pour préciser un petit peu les mots, localisationniste et connexionniste, je suppose que ça parle de ce qui se passe dans le cerveau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'on sait de ce qui se passe dans le cerveau chez les personnes intelligentes ou ouais. Est-ce qu'il y a une zone de l'intelligence? Je pense que la personne qui a posé cette question avait derrière la tête une autre question, c'est est-ce que je serais plus localisationniste que holistique? C'est un peu ce qu'on nous pose en général, hein, c'est-à-dire une façon de comprendre le cerveau comme une boîte noire qui fonctionne comme un tout, hein, ou de la comprendre comme plusieurs modules qui fonctionnent de façon séparée. En fait, les deux sont vrais, parce que ce qu'on sait actuellement, c'est qu'ils fonctionnent à la fois de façon globale et à la fois de façon distincte selon ses parties. Hein. Voilà. Mais je vais rebondir sur le terme de connexionniste, qui n'est pas opposé à localisationniste. Au contraire, je dirais que si on admet l'idée qu'il y a qu'il y a différentes zones dans le cerveau qui ont des rôles différents, hein, pour être schématique et un peu superficiel, on va aussi admettre l'idée que ces zones sont connectées entre elles et que ces connexions sont importantes pour le résultat final de leur fonctionnement. Et c'est précisément ça qui apparaît dans les données les plus récentes de l'imagerie cérébrale. Quand les chercheurs se sont posé la question, les chercheurs en neurosciences se sont posé la question, qu'est-ce qui est le substrat cérébral de l'intelligence? Ils arrivent de façon assez convergente à une double idée, à savoir que d'une part, il y a des zones qui sont d'autant plus fonctionnelles qu'on est plus intelligent. Ces zones sont dans les lobes pariétaux, hein, et frontaux. Et d'autre part, la deuxième partie de l'idée, que ces zones-là, frontales et pariétales, sont mieux connectées entre elles. Donc finalement, localisation et connectivité ne s'opposent pas, au contraire, elles se complètent. D'accord. Je peux peut-être rebondir là-dessus. Les neurologues savent actuellement de l'intelligence. D'accord. Fanny, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je veux bien. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de revenir sur ma théorie, mon modèle, hein, de l'intelligence. Mais bon, donc pour moi, il y a la phylocognition d'un côté, qui n'est pas l'intelligence, et de l'autre, l'intelligence avec cet état-là. Et donc,
évidemment, en neurosciences, donc j'avais mené une étude avec mes amis Olivier Revol, Dominique Sapé-Marinier sur les phylocognitifs et sur ces deux profils que j'ai proposés dans un livre précédent avec toujours mes deux comparses qui s'appelait Les phylocognitifs. Et donc, ce qu'on a vu dans cette étude, c'est que, en effet, alors il y a en fait, dans le cerveau, il y a, on va dire, 3 grandes autoroutes de l'information cérébrale qu'on appelle des grands réseaux. Donc, le réseau exécutif qui est en effet préfronto-pariétal, plutôt latéral, et qui est un réseau qui va davantage servir à réfléchir, planifier, anticiper, être en conscience, être dans tout ce qui est ce qu'on appelle plutôt les fonctions exécutives. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le système de science. Et le système de science, celui-là, il est vraiment en route, on l'appelle la gare de triage. Il est en route pratiquement 24 heures sur, enfin même pas pratiquement, 24 heures sur 24. Et c'est celui qui va nous dire si on sent bien les émotions qui sont ambiantes ou les sensations, si tout d'un coup ça sent le brûler, hop, le système de science va réorienter notre attention vers là où ça sent le brûler, etc. Et puis le troisième réseau, donc c'est un réseau qui est très sensible, qui parle de sensibilité émotionnelle et sensorielle. Et puis le troisième réseau, on l'appelle le DMN, le Default Mode Network, c'est le réseau de mode par défaut. Et ce réseau-là, c'est celui qui va s'activer quand on a la pensée qui se met à vagabonder, quand on est plutôt au repos, quand on pense à rien de particulier, puis tout d'un coup, on est plus au contact avec soi-même. Qu'est-ce que je vais faire demain, ou dans le futur, et puis on fait les liens avec le passé, etc. Et donc, en fait, ces 3 grands réseaux, ce qu'on a vu dans notre étude, mais ça c'était pas un scoop, il y a autre chose qui était un scoop, mais ça, c'était pas un scoop, c'était que ces 3 grands réseaux, comme l'a dit Michel, sont beaucoup plus connectés chez les phylocognitifs que chez une population au développement cognitif standard. Donc ça, c'était un premier élément. Et puis après, je ne sais pas si on est là pour parler des 2 profils, les profils laminaires et complexes, mais on a vu encore des différences entre les deux. Bon, ça c'est peut-être trop long pour ce développement-là. Et puis, pardon, je termine juste ça. Donc ça, pour moi, je vous le disais, c'est pas l'intelligence, hein, c'est la phylocognition, le haut potentiel, etc. Mais en parlant d'état d'intelligence, donc on a poursuivi évidemment nos études. Alors là, c'était juste avec Dominique Sapé-Marinier. On vient de terminer une étude là, dont on est encore en train de traiter, d'écrire le premier article scientifique qui devrait sortir bientôt, mais on a des données qui sont extra sur la performance, cette fois, sur ce que moi j'appelle cet état d'intelligence top niveau. Donc on a fait entrer dans l'IRM 60 personnes plus ou moins performantes sur le plan pécuniaire, parce que c'est ce qui est le plus facile pour nous à évaluer. Il faut qu'on ait des chiffres, donc c'était le plus simple, la performance pécuniaire, et âgés de 25 à 55 ans. Et on a comparé donc les données d'imagerie cérébrale avec le rapport salaire sur âge et avec aussi le QI. On leur a fait passer un test de QI à tous. Et on a 2 résultats qui sont, à mon sens, extraordinaires. Le premier, c'est que pas de différence, entendez-moi bien s'il vous plaît, pas de différence significative entre les QI des uns et des autres, c'est-à-dire des plus performants et des moins performants sur le plan pécuniaire. Et deuxièmement, une modularité cérébrale, donc une organisation cérébrale beaucoup plus modulaire, c'est-à-dire c'était vraiment significatif, oui, de toute façon ça l'est ou ça l'est pas, mais là on avait vraiment dans tous les traitements qu'on a fait par IRM, alors ça parlera davantage à Michel, mais on a fait 2 traitements avec l'IRM de diffusion et un avec l'IRM fonctionnel, et les 3, c'est super fort. Une modularité cérébrale beaucoup plus importante chez les performants que chez les moins performants. Qu'est-ce que tu appelles modularité? Est-ce que c'est connectivité ou au contraire plus de séparation entre les modules? C'est ni l'un ni l'autre. En fait, la modularité, c'est une organisation par petits modules spécifiques. Peut-être que pour en parler, je peux peut-être reprendre mais je ne sais pas si c'est un peu insultant de dire que c'est une métaphore, mais cette image merveilleuse
qu'a proposé Daniel Kahneman. Vous savez, Daniel Kahneman, psychologue, prix Nobel de l'économie 2002, et qui parle des deux systèmes de pensée comme le système 1 et le système 2. Donc le système 1, c'est ce système de pensée, ça correspond à la majorité, c'est-à-dire 90 à 95% de notre activité cérébrale, c'est de l'activité inconsciente qui fonctionne par association, qui fonctionne, on va agir sans que ça ait à passer par la conscience. Si vous prenez votre verre comme ça, voilà, exactement, c'est la plus automatisée. Et le système 2, qui est, on va dire, peut-être plus préfrontal ou plus fonction exécutive, qui est beaucoup plus conscient, laborieux, impliqué que l'autre. Eh bien, la modularité cérébrale, quand on parle d'une organisation plus modulaire, on parle d'une organisation avec plein de petits réseaux spécifiques qui fonctionnent par petits modules. Et si, par exemple, justement, je dois effectuer un mouvement, là, je suis en train de faire un coup droit au tennis, voyez-vous. Et c'était pas évident comme ça, je le sais, mais je suis en train de faire un coup droit au tennis. Ouais, voilà, c'est ça, c'est tout ce qui manque. Donc, si je fais ce mouvement-là, eh bien, et si je suis une habituée du tennis, ce que je ne suis pas, eh bien, il ne faut pas que je passe par un raisonnement conscient pour pouvoir passer par là. C'est simplement un petit module plutôt pariétal parce que ça parle de mon rapport à mon corps, etc. Un petit module pariétal et moteur qui s'est mis en route et qui m'a donné la réponse sans même que j'ai à passer par un raisonnement conscient. Et bien donc, chez les performants, on voit qu'il y a beaucoup plus, une organisation cérébrale beaucoup plus modulaire, c'est-à-dire beaucoup plus inconsciente et qui donne la réponse à je dois mener telle action, prendre telle décision, faire ceci ou cela, sans même que ça ait à passer par la conscience. Si je comprends bien, ça veut dire qu'ils ont des décisions qui sont plus automatiques que les autres. Exactement. Ils ont moins besoin de réfléchir longtemps à quelque chose avant de le faire. Exactement. Et Louise, tu avais quelque chose à ajouter, je crois. Oui, en fait, autant je suis assez convaincue par la distinction entre capacité et intelligence, autant je suis un peu gênée par l'équation à laquelle on arrive finalement entre intelligence et performance. Parce que vous le dites vous-même d'ailleurs dans l'interview que vous avez donnée à Sciences Humaines, la performance c'est d'abord un consensus social. Donc ça signifie que des Rimbaud, des Van Gogh, qui étaient des gens qui avaient un génie relativement ignoré dans leur temps, qui n'étaient pas des performants au sens où vous l'entendez, ils ne sont pas intelligents. Non, exactement, ça veut tout à fait dire ça. Et je suis contente que vous soyez gênée par ça parce que souvent on m'a dit, il y avait même une journaliste qui m'a dit un jour, mais ce terme de performance, ça fait trop, c'est trop élitiste, etc. Et pourquoi vous ne l'avez pas appelé ce livre, Le secret du dépassement de soi? Et en fait, je trouve que la performance, ça veut vraiment dire quelque chose. Quand quelqu'un performe, ça va être validé dans un environnement social et pas dans un autre, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait du bien ou du mal. Mais notre Rimbaud, notre Van Gogh et plein d'autres qui auront été des génies et même pas forcément philocognitifs d'ailleurs. Hein. Mais bon, en tout cas, pour Rimbaud, il y a aucun doute. Pour Van Gogh, je ne sais pas trop. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre qu'il ait été philocognitif ou au potentiel. En tout cas, il n'y a aucun doute par rapport à leur génie, mais si on prend si on accepte cette définition de l'intelligence comme étant un état dans lequel on va être un état où on va être au corps à corps avec son environnement, la performance, c'est le moment où on est le mieux au corps à corps avec son environnement. Quand un sportif fait quelque chose d'extraordinaire, on dit waouh. Et là, si vous prenez Roger Federer et que vous le mettez dans une tribu du fin fond de la Papouasie, il n'y a personne qui va dire c'est extraordinaire ce qu'il fait, c'est une performance. Parce que quand je parle d'une tribu, je parle d'une tribu évidemment comme on l'imagine, primitive et qui s'en fiche complètement d'un joueur de tennis.
Donc, bien sûr que c'est un consensus social. Après, ça peut être gênant parce que on peut se dire que ça crée une forme de ségrégation, mais en fait, on peut tous être en état de performance à un moment, même quand on est à son bureau ou quand on est en train de faire une course à vélo avec des copains et qu'à un moment, un jour, on leur met 2 longueurs et tout le monde se retourne en disant « Waouh, c'est extraordinaire !» Mais ce « Waouh », c'est un consensus social. Alors, je ne crois pas que c'est parce que ça crée une ségrégation que ça me gêne. Alors moi, j'ai une formation de philosophe, peut-être ça explique pourquoi je suis si passionnée par les définitions. Mais c'est aussi parce que il me semble que c'est une définition un peu restrictive de l'intelligence. Quand on regarde, il y a beaucoup de définitions de l'intelligence qui ont été données dans l'histoire, mais finalement, il me semble qu'il y en a 2 quand même qui, qui reviennent et auxquels aussi l'étymologie du mot intelligence est rattachée. C'est d'abord, vous l'avez dit d'ailleurs quand vous êtes revenu à la définition du XIIe siècle, c'est la capacité de discernement. Voilà, inter legere, c'est arriver à faire le tri, à sélectionner des informations pour les traduire en pensée ou pour les traduire en action. Mais en tout cas, c'est une manière de comprendre le réel et d'en tirer les informations qui sont, voilà, qui sont nécessaires. Et puis, il y a une autre définition qui rejoint un petit peu la vôtre, il me semble, qui est relative au lien, c'est-à-dire que l'intelligence, c'est aussi le fait d'être en relation avec le réel, avec les autres. On dit être en bonne intelligence avec quelqu'un, être en bonne intelligence avec son monde. Et il me semble que ce que vous avez étudié par vos travaux, qui sont absolument passionnants, c'est plutôt cette capacité d'être en intelligence, vous voyez, avec son monde. Mais ce n'est pas cette capacité de concevoir, de comprendre, de résoudre des problèmes aussi, qui là relèvent d'une autre forme d'intelligence. Voilà, je ne sais pas si vous... Alors, je ne sais pas si je peux répondre avant. J'adorerais entendre Michel là-dessus, mais je voudrais juste répondre à Héloïse. Et puis après, Michel, je me tais pour la vie. Non, ne promets pas encore. Non, évidemment, je ne tiendrai pas ça, c'est pas possible. Je voudrais répondre à Héloïse sur cette idée restrictive de la performance, parce que je pense qu'en fait, quand on parle de l'intelligence comme étant seulement une capacité de raisonnement, parce que finalement c'est ça aujourd'hui à quoi on l'a réduit, je trouve que c'est 1000 fois plus réducteur. Et pour aller vers cette définition cette définition du dictionnaire que je connais par cœur, discerner, connaître, comprendre, en fait ça veut nous faire croire que discerner, connaître, comprendre, ça ne passe que par le rationnel, que ça ne passe que par la prise de conscience. Or, je reprends un exemple de tennis, je sais pas, pour ceux qui doivent se poser des questions sur mon obsession sur le tennis. J'ai un fils qui est joueur de tennis de haut niveau et voilà, du coup, j'ai ce petit prisme particulier. Donc, voilà. Donc, si on prend l'exemple du joueur de tennis ou de n'importe quel athlète, par exemple, qui va faire un coup incroyable à un moment, marquer un point incroyable dans peu importe quel sport, est-ce qu'il n'a pas fait preuve à ce moment-là d'une compréhension, d'une connaissance et d'un discernement bien meilleur que n'importe qui du jeu, de l'espace, sans même être passé par le raisonnement rationnel. Donc en fait, cette définition que le dictionnaire nous donne de discerner, connaître, comprendre, je crois qu'elle ne va pas à l'encontre de la mienne, mais simplement elle veut nous faire croire, je ne sais pas pourquoi, enfin, j'ai quelques idées pour ça, mais que ça passe par le rationnel. Or, ça peut passer complètement par l'inconscient. Et donc, ça rejoint, en effet, je suis tout à fait d'accord, cette idée de bonne intelligence. Être en bonne intelligence avec les choses, avec les gens, c'est être au contact, au corps à corps avec la réalité, mais pas forcément de façon consciente. Est-ce que Michel, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à tout ça ? Oui. Bon, je vais te demander, Fanny, l'autorisation d'utiliser ton opposition entre intelligence et performance sur une problématique que je vois au quotidien, moi, qui est celle de la réussite scolaire. Si je t'ai bien compris, je ne suis pas sûr, tu me corriges si ce n'est pas le cas, la réussite scolaire, c'est une forme de performance
liées et qu'on peut essayer ou pas de lier à l'intelligence. Et dans la façon dont tu le présentes, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de corrélation entre les deux, ou une faible corrélation entre les deux. Or, tu connais sans doute les travaux de Franck Ramus sur ce sujet. Il a montré de façon très claire sur des populations très vastes, plusieurs dizaines de milliers d'enfants scolarisés, une corrélation entre l'intelligence et la réussite scolaire. Alors finalement, avec le QI. Le QI et la réussite scolaire. Voilà. Donc, effectivement, il y a une majorité d'individus chez lesquels il y a corrélation entre les deux, et probablement une minorité où il n'y a pas cette corrélation. Et cette minorité, c'est celle qui nous intéresse, nous, cliniciens, de personnes qui viennent nous consulter parce qu'elles sont en souffrance avec une intelligence qui est paradoxalement au-dessus de la moyenne. Okay. Et ces personnes-là, finalement, elles sont des exceptions au lien entre intelligence mesurable, QI, et performance. Alors, en fait, je pense que cette approche-là, à mon sens, elle comporte ce que je pourrais appeler des biais, parce que d'abord, le test de QI, il a été créé en fait au départ sur, comment il s'appelait, Léon bon, j'ai perdu son nom, Léon Bourges, je crois, qui était un ministre qui voulait en fait que Binet et Simon créent un test scolaire pour pouvoir voir ceux qui étaient aptes à continuer à suivre un cursus scolaire et ceux qui pas. Et donc et conduire gentiment ceux qui n'étaient pas aptes à suivre ce cursus scolaire. Donc en fait, le test de QI, c'est un test scolaire. Donc, évidemment qu'il y a une corrélation entre la réussite scolaire et le test de QI, puisque ce sont des exercices scolaires, académiques. Donc là, il n'y a pas de scoop. Mais en fait, ce qui est quand même étonnant, c'est que, et c'est ce qu'on ne dit pas assez, en ce moment j'ai quelques discussions houleuses avec certains pairs à ce sujet-là, c'est que le test de QI, on pourrait dire il n'a que, mais enfin, c'est quand même super, mais il a 70% de fidélité. C'est-à-dire qu'entre test et retest, on peut avoir, dans un tiers des cas, on trouve à peu près 20 points de différence sur le QI total ou sur l'indice de compréhension verbale entre test et retest. À un an d'écart, parce qu'entre test et retest, c'est minimum un an d'écart. Ce qui est énorme, hein, c'est pas rien, c'est pas rien. Donc dans un tiers des cas, ce QI il change. Donc déjà, je pense que même si on admet cette définition que l'intelligence c'est la phylocognition ou le haut potentiel, on ne peut pas dire que c'est forcément un haut QI. On peut très bien avoir, si on a un haut QI, ben oui, ça montre quand même des capacités certaines de raisonnement. En revanche, si on n'a pas un haut QI, on peut très bien arriver 2 ans plus tard et se refaire tester et à nouveau, et cette fois-ci plutôt, avoir 20 points de plus à son QI. Ça arrive. Donc, je crois que faire un lien systématique entre QI et au potentiel ou phylocognition, c'est pas quelque chose de juste. Je crois qu'il faut redonner la part belle, et je crois que tu seras peut-être heureux d'entendre ça, mais la part belle aux cliniciens. On n'est pas obligé le test de QI, il doit revenir à sa place, c'est-à-dire moi je l'adore, dans mon centre on le fait passer évidemment tout le temps, mais je crois que c'est le clinicien qui a le dernier mot, et que quand quelqu'un arrive là, qu'on voit qu'il a toute la panoplie, qui se pose des questions toute la journée sur la vie, la mort, sur tout et n'importe quoi, qu'il a vraiment un prisme tout le temps sur la réflexion, et que il a un QI à 110, eh ben, je trouve ça triste que les psychologues continuent à dire non, il n'est pas phylocognitif ou il n'est pas intelligent selon cette définition-là. Donc voilà, je crois que oui, bien sûr il y en a plein qui sont performants sur le plan académique et qui ont forcément un QI élevé, puisque le QI, c'est un test académique. Et puis, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Et ceux-là, je pense que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à être en état d'intelligence.
On a Mais beaucoup de alors, questions là, dans le... voilà, j'allais le dire, on a pas mal de questions dans le chat, hein, je vous oublie pas, vous avez des questions, des remarques. Donc par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a Coritri 1986 qui nous dit l'introduction de l'erreur de Descartes, qui est un livre du psychologue Antonio Damasio, vous donne raison Fanny, certaines opérations sont non conscientes et d'autres sont conscientes mais pas facilement explicables, entre parenthèses, celles qui touchent à l'émotion. On ne sait pas toujours pourquoi on fait quelque chose, pourquoi on a opté pour un choix plutôt qu'un autre, pourquoi une personne ou une situation nous fait ressentir un malaise, mais on se fait confiance. Alors à propos du QI, donc on a aussi deux remarques à propos du QI. Sigfi qui nous dit si je ne m'abuse, le test de QI évolue et il y a des débats sur la méthode statistique, analyse factorielle des correspondances pour établir des formes d'intelligence. Coritri aussi nous parle du QI. Question peut-être pour Michel, on parle de tests de QI au singulier, mais combien existe-t-il de tests différents en réalité? Quid des différences culturelles qui rendent des résultats affreux pour certains, qui ne sont juste pas calibrés pareil que les autres? Super question. Waouh. Ça fait beaucoup de questions. Mais Ça fait beaucoup de questions. Par rapport à cette question du QI, ouais, par est-ce rapport qu'il au y a QI, plusieurs je crois tests? Est-ce qu'il y a un facteur culturel? il faut être clair sur le fait que le QI, c'est seulement la moins mauvaise façon qu'on ait d'évaluer l'intelligence à l'heure actuelle des connaissances, dans l'état actuel des connaissances. Ce n'est certainement pas forcément une bonne façon de le faire. Et là, je rejoins totalement Fanny, dire que se focaliser sur le QI, ça donnera une idée seulement partielle et parcellaire de ce qu'est l'intelligence d'un individu. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas mieux pour sortir des chiffres. Quand on veut quantifier, on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent que les tests de QI de Wechsler, que sont le WISC ou la VALS. Bon, quelles que soient les épreuves, elles sont toutes à peu près autour du même principe, à la fois d'explorer des aspects différents du système cognitif, essentiellement verbaux et non verbaux, des façons de raisonner autour des mots et des façons de raisonner sans les mots, pour être schématique. Et d'autre part, donner un résultat quantifié qui est une classification sur un continuum, qui n'est pas une mesure à proprement parler. C'est un rang sur 100 individus, par exemple. Un individu mesuré va se placer sur cette ligne des 100 individus, à 80, à 70 ou à 50. Et quand il est à 50, c'est qu'il est comme la majorité des individus. Voilà. Ça, c'est le quotient intellectuel, mais je veux insister sur le fait que ce n'est que la moins mauvaise façon d'évaluer quantitativement. Et il y a des façons qualitatives d'évaluer l'intelligence. Par exemple, Jean-Charles Terrassier, qui est un grand psychologue qui a beaucoup travaillé sur les hauts potentiels, et qui est décédé il y a quelques semaines seulement. Donc, on a beaucoup parlé de lui dans le milieu des spécialistes de l'intelligence. Terrassier a proposé des critères, un questionnaire d'ailleurs, posé essentiellement aux familles des enfants suspectés d'être haut potentiel, qui donne des éléments complémentaires à ce que peut apporter le quotient intellectuel. Par exemple, la rapidité, la précocité, la rapidité de traitement de l'information, la précocité des questionnements, le caractère voilà, qualitativement plus pertinent des remarques et plus précoce par rapport à ce qu'on attend pour l'âge de l'individu. Tout ça, c'est des éléments qui ne se quantifient pas, qu'on ne pourra pas mesurer, mais qui viennent donner une définition qualitative de ce qu'on pourrait appeler la haute intelligence, okay, qui est différente du haut QI. Il se trouve que la majorité des personnes qui ont un haut QI ont aussi ces caractéristiques qualitatives. Les deux sont liés. Ils les valident en quelque sorte mutuellement, mais la majorité seulement. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui n'ont pas les deux. Okay, donc il faut toujours mettre un bémol à ces affirmations dans la mesure où ce n'est qu'une partie de la population qui va répondre à ça. Mais en général, on va dire que les personnes qui ont plus de 130 de quotient intellectuel et qu'on va appeler haut potentiel
en général, elles ont aussi un mode de fonctionnement qui les amène à raisonner différemment, plus facilement, plus rapidement et de façon souvent assez étonnante par rapport à leur père, hein, que sur certaines choses. En mathématiques, par exemple, les hauts potentiels ont des façons de raisonner qui peuvent être d'ailleurs, qui peuvent les pénaliser au niveau scolaire, hein. Ils vont très vite à la solution, mais ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi ils sont arrivés à la solution. Et ça les pénalise parce que ce qu'attend le professeur de mathématiques à l'école, hein, c'est qu'on lui explique comment on est arrivé au résultat. Okay, on voit très souvent des hauts potentiels qui sont accusés d'avoir triché, d'avoir copié sur le petit copain, parce qu'ils sont arrivés à la solution et que le professeur ne comprend pas comment ils ont pu y arriver. En fait, le sujet lui-même non plus ne comprend pas comment il y est arrivé. Alors, il peut avoir triché, mais ça veut dire qu'il est super malin. Un exemple de ce caractère qualitatif de la haute intelligence qui est complètement séparable, en fait, qui n'est pas mesurable par le QI. Okay, alors, vas-y, Héloïse, tu veux dire quelque chose peut-être? Oui, l'article de Michel Habib dans Sciences humaines, qui est vraiment, moi, que j'ai trouvé tout à fait passionnant, hein, je le redis, porte sur plus spécifiquement les hauts potentiels avec troubles de l'apprentissage, qui sont souvent des enfants qui effectivement n'ont pas un QI total de 130, parce que peut y avoir une intelligence verbale très haute, mais si par exemple la mémoire de travail ou les domaines plus relevant de la psychomotricité sont bas, il va y avoir un QI qui sera peut-être pas à 130, mais un peu plus bas. Je me suis demandé en fait si ces individus-là, qui de toute évidence ont une intelligence qualitative élevée, mais ne rentrent pas dans le critère des hauts potentiels, si on s'en tient aux stricts chiffres du QI, ne se superposaient pas avec les phylocognitifs complexes dont parle Fanny Nussbaum dans son précédent livre que j'avais beaucoup lu et beaucoup apprécié aussi sur les phylocognitifs. Alors là, ah oui, donc c'est moi qui réponds, oui, pardon. Je crois, ouais. J'attendais mal en Michel. Vous connaissez vos travaux respectifs. Bah oui, puis en plus, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec Michel. J'étais allée le voir à Marseille il y a quelques années avec Dominique Sapin-Marigny. On avait beaucoup échangé là-dessus. Donc oui, alors ces deux profils, pour ceux qui ne connaissent pas, donc pareil, c'est né d'une frustration comme pour cette idée de l'intelligence où j'avais des doutes sur vraiment est-ce que c'est de l'intelligence ou pas, et puis où je suis allée vers l'intelligence comme un état. Et de la même façon, quand j'ai commencé à approcher cette population des phylocognitifs, à découvrir moi-même, à vrai dire, ma propre phylocognition il y a des années, on ne l'appelait pas donc comme ça, et ben, dans la littérature, il n'y avait que cette idée de ces enfants et ces adultes, mais beaucoup ces enfants qui étaient qui étaient en difficulté sociale, qui avaient des difficultés d'adaptation, qui étaient en dents de scie dans l'expression de leurs compétences. À certains moments, ils allaient avoir des fulgurances, des pensées vraiment incroyables, et puis à un autre moment, on avait l'impression de bébés de 2 ans, etc. Donc voilà, ces jeunes-là qu'on voyait et dont on parlait, c'était les seuls. Et puis moi, dans ma pratique, dans ma clinique, pour moi-même, avec mes enfants, surtout avec mon fils à l'époque, je voyais qu'il y avait d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres adultes qui avaient un profil beaucoup plus, que je considérais comme étant plus homogène, plus adapté, qui étaient plutôt en général des premiers de classe ou qui étaient dans la tête de classe, qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient pas ces difficultés relationnelles, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai établi ces deux profils, des laminaires et des complexes. Donc, j'ai piqué les deux termes à la physique. Vous savez, en physique, on parle de flux laminaire et de flux complexe. Le flux laminaire, c'est celui qui s'écoule par lame de façon très régulière. Quand vous ouvrez le robinet d'eau, ça s'écoule de façon très régulière et unidirectionnelle. Et puis, le flux, j'ai pas voulu l'appeler turbulent, mais finalement, aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que je pourrais l'appeler turbulent. Donc, le flux turbulent ou le flux complexe, c'est un flux qui est multidirectionnel, qui est beaucoup moins prédictible
et beaucoup plus chaotique. Donc, vous savez, je prends souvent cette image de quand on prend une bouteille d'eau qui n'est pas complètement remplie et puis on la retourne tout d'un coup, évidemment sans le bouchon, ça fait blob blob comme ça fait, voilà, le complexe, ce serait plutôt celui-là, et le laminaire, l'autre qui se présente et qui est beaucoup plus un pilier de la société, qui est beaucoup plus promu naturellement, qui n'a pas à se battre comme le complexe qui n'a pas à jouer des coudes de la même façon que le complexe pour être apprécié par son environnement. Et donc, voilà, et je me suis tellement étendue que j'ai oublié la question, Héloïse. Les phylocognitifs complexes, ce n'étaient pas les mêmes que les HP10. Par rapport aux 10, oui, exactement. Alors, en fait, vous avez complètement raison, parce que dans notre étude, donc celle dont on a parlé sur les phylocognitifs avec Dominique Sapin-Marigny et Olivier Revol, en fait, dans cette étude, on avait 80 sujets, donc 20 de chaque groupe, donc 4 groupes, un groupe contrôle, 2 groupes, un groupe philo-laminaire, un groupe philo-complexe, et puis un groupe de TDA, pas H, parce que donc, TDA c'est trouble du déficit de l'attention, et H c'est avec ou sans hyperactivité. Donc là on a fait sans hyperactivité pour qu'ils puissent tenir 50 minutes dans la machine, dans l'IRM. C'était juste pour ça. Et donc en fait on a eu beaucoup de difficultés, parce que vous savez que quand on fait une étude comme ça, scientifique, comme toute étude scientifique, il faut que ce soit super réductionniste, qu'on ait les populations les plus pures possibles pour pas qu'il y ait d'artefacts, en fait. Et donc, on voulait recruter des sujets qui n'aient pas de troubles associés. Et en fait, ça a été beaucoup plus dur dans la population de phylocomplexes d'arriver à trouver des phylocomplexes qui n'avaient pas justement de troubles 10 associés. On a réussi quand même, mais ça a été un vrai challenge. Est-ce que Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors moi, pour aller un peu plus loin que ça, effectivement, et dans le même sens, les patients qui viennent nous consulter parce qu'ils ont des difficultés d'apprentissage, des difficultés scolaires importantes, et chez lesquels on découvre, où on a la notion déjà d'un haut potentiel, ils ont un profil d'hétérogénéité qui est un peu toujours le même, c'est-à-dire qu'ils sont très très bons dans l'intelligence verbale dont je parlais tout à l'heure, la capacité à aller très vite d'un concept vers un autre, pouvoir faire des associations entre les mots. Je vois qu'il y a quelque chose qui a disparu. Non. Oui, alors que quand on les fait raisonner sur des dessins ou reproduire rapidement des figures géométriques à l'aide de cubes tridimensionnels, là ils sont à peine moyens. Ils ont voilà. Et effectivement, cette hétérogénéité, elle est toujours dans le même sens, ou dans la grande majorité des cas dans le même sens. Ouais. Ça, c'est vraiment une constatation très curieuse qui n'a pas d'explication jusqu'ici. On aurait pu penser qu'on peut être hétérogène à égalité dans les deux sens. Vous savez, en neurologie, on dit que tout ce qui est verbal, c'est plutôt l'hémisphère gauche qui le traite, et tout ce qui est spatial, c'est plutôt l'hémisphère droit. Oui. Et finalement, on considère que ces deux types d'intelligence qui sont mesurés par le quotient intellectuel, ils reflètent le plus ou moins bon fonctionnement, plus ou moins performance de l'hémisphère gauche pour le verbal et de l'hémisphère droit pour le spatial. Eh bien, l'idée, ça serait que une partie de la population qui se caractérise par l'hétérogénéité de son quotient intellectuel aurait précisément une asymétrie de fonctionnement des deux hémisphères du cerveau, le gauche étant bien meilleur que le droit. Alors, une façon intuitive, la façon dont on a tendance à l'expliquer, c'est que ces personnes seraient des hauts potentiels à l'origine, on va dire, par défaut, excellentes dans tous les domaines, mais qu'ils auraient, en plus de leur haut potentiel, un trouble d'apprentissage surajouté, ce qu'on appelle un trouble 10,
et un trouble 10 qui porterait plutôt la caractéristique des dyspraxiques, hein, c'est-à-dire des difficultés dans Spatial. les domaines non verbaux. Hmm. Je ne veux pas aller plus loin parce que ça deviendrait trop technique, mais le modèle qui permettrait d'expliquer finalement cette partie de la population qui a ces caractéristiques tellement frappantes, ça serait ça. Ça serait des personnes qui sont surdouées, Oui. mais qui ont cette double caractéristique d'être à la fois surdouées et dyspraxiques. Voilà. Mhm. Et finalement, on se retrouverait avec quelque chose comme voilà, 10% des enfants en difficulté qui auraient ce profil-là, ce qui est D'accord. beaucoup plus que les 2,5% d'enfants surdoués qu'on attend dans la population générale. D'accord, Et ouais, c'est Alors, je vais intéressant. Et là, abonder dans ton si vous voulez sens. le fait, Pardon. qu'on interprète pas mal mes propos, on ne dit pas là que les surdoués ont plus de risques d'avoir des troubles d'apprentissage, mais l'inverse. C'est que parmi les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, il y a un plus fort risque, entre guillemets, c'est pas un risque, de trouver des surdoués que dans Mhm. la population générale. D'accord. Alors, C'est très différent. Mhm. je peux peut-être oui, aller dans le sens de Michel par rapport encore aux résultats de notre étude. Ce qu'on a trouvé, en effet, c'est donc, vous vous souvenez, là, donc les laminaires, les complexes, Mhm. les complexes plus en dents de scie, les laminaires plus piliers. Donc, on a trouvé chez toute la population des phylocognitifs une meilleure connectivité cérébrale dans les 3 réseaux dont j'ai parlé tout à l'heure, réseau exécutif, système de science et DMN, Default Mode Network. Ça pour tout le monde. Mais le truc génial, c'est que cette connectivité cérébrale, elle était meilleure à gauche, elle était plus importante dans l'hémisphère gauche, en effet, chez les profils complexes, et dans l'hémisphère droit, chez les profils laminaires. Ouais. Et ce que nous, on en a interprété, c'est que, comme l'a très bien dit Michel, en fait, donc le langage, il est situé beaucoup plus à gauche, hein, dans le cerveau. Donc à l'avant, on a l'air de Broca, et puis derrière, on a l'air de Wernicke, et ça fait une boucle comme ça qu'on appelle la boucle du langage. Et en fait, cette boucle verbale ou cette boucle du langage, c'est aussi la boucle du langage intérieur. Et là où moi je suis pas trop d'accord avec ce qu'on dit très souvent sur le cerveau droit, c'est le cerveau de la créativité, parce qu'en fait c'est le cerveau, c'est l'hémisphère du visio-spatial, le cerveau droit. Et donc souvent on fait ce raccourci visio-spatial alors créativité parce qu'on pense plutôt à la peinture, à la musique et à toutes ces choses-là. Alors qu'en fait, ce que je pense, c'est que la boucle du langage, quand on a une boucle du langage très forte, comme l'ont les phylocomplexes, et ben on a aussi un langage intérieur très fort. Et le langage intérieur, ça veut dire se raconter des histoires, ça veut dire se faire une théorie du monde, ça veut dire ces enfants qui sont phylocomplexes, vous leur demanderez, la grande majorité, ils ont tout un monde. Game of Thrones, c'est rien du tout à côté, hein. Ils ont leur petit lutin, leur truc, ils ont tout leur univers interne, ce que n'ont pas les laminaires. Les laminaires, en général, eux, ils ont plutôt, je vais me moquer un peu des laminaires, mais ils ont plutôt un truc d'ingénieur, le truc bien carré, je crois qu'est-ce que je vois et tout ça dans leur esprit. Les complexes, c'est vraiment, il y en a de partout et il y a un langage intérieur très fort. Et si on peut aller plus loin, ben en fait, les complexes, les laminaires, eux, ont cet hémisphère droit qui est beaucoup mieux connecté par rapport déjà au complexe. Et ce qui nous montre qu'ils sont beaucoup plus carrés au niveau carré ou beaucoup plus adaptés au niveau émotionnel, au niveau visuospatial, etc. Et la manière dont on l'a interprété avec Olivier Revol et Dominique Sapin-Marinier, c'est que, en fait, le complexe, il amène le monde à lui, c'est-à-dire qu'il a sa théorie. Comme c'est mon cas, hein, vous avez vu, j'en démords pas trop, j'ai ma petite théorie sur le monde et tout ça. Donc, il a sa théorie qui est très forte sur le monde, comment ça fonctionne, etc. Et tout ce qui va aller pêcher à l'extérieur, ça n'est que pour valider sa théorie du monde. Donc, c'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que le laminaire, lui, il va être beaucoup plus open et il va, lui, être comme un explorateur. Donc, on les a appelés les interpréteurs et les explorateurs. L'explorateur, lui, le laminaire, il va, certes, évidemment, probablement avoir des théories sur le monde, mais il va aller au contact du monde, et quand, avec son cerveau droit super bien développé, et quand ça ne va pas correspondre
ce qu'il attendait, eh ben, il va changer de vision, il va être OK pour changer de vision. Donc là, c'est beaucoup plus chez le laminaire un mouvement de lui vers le monde et pour le complexe du monde vers lui. Il convoque le monde en lui, le complexe. Alors, on a deux questions sur Facebook par rapport à ce que vous dites, Fanny, Oui. et au haut potentiel. Le profil complexe concernerait plus les individus avec des troubles d'apprentissage. Et deuxième question qui recoupe un petit peu, est-ce qu'il y a des statistiques sur le pourcentage de profils laminaires et complexes parmi les populations de haut J'adore ça. potentiel? Super question. En fait, je vais répondre d'abord à la deuxième question. J'adorerais qu'il y ait une étude, je vais dire un gros mot épidémiologique, mais en fait, c'est pas une maladie, donc ce serait, mais en tout cas, une étude qui permette de nous dire où sont, comment est la population des phylocognitifs. Je ne saurais pas répondre. Le seul truc, c'est que, en fait, les laminaires se remarquent moins. Ils sont beaucoup, étant donné qu'ils sont beaucoup plus intégrés, etc., plus adaptés, on les voit moins en consultation, sauf quand ils ont un autre problème, par exemple, je sais pas, des parents qui divorcent, une difficulté comme ça, et puis ils viennent là pour une certaine souffrance, puis tout d'un coup on se dit, mais en fait, il y a probablement quelque chose, et on découvre un laminaire, mais souvent, voilà, ils consultent moins, on les remarque moins, et étant donné qu'ils sont assez admis dans la société, intégrés dans la société facilement, eh ben, on va moins les repérer. Donc, c'est difficile de répondre à cette question-là, mais j'adorerais qu'on fasse une étude là-dessus. Et puis, la première question, c'était, je crois, sur les troubles de l'apprentissage pour les phylocomplexes. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, l'apprentissage, ça se passe comme ça dans le cerveau, pour le dire vraiment très schématiquement. On a d'abord, quand on fait un apprentissage, on est dans le préfrontal, on est dans quelque chose de laborieux. Donc, on va être là, on va réfléchir, on va apprendre de façon hyper analytique et tout ça. Et puis, une fois que ça devient plus naturel, qu'on commence à maîtriser un petit peu un sujet, paf, ça passe à l'arrière du cerveau, dans le cortex pariétal dont on a parlé, et ça devient une pensée plus automatique, quelque chose de plus naturel, de plus automatique. Or, comme je vous l'ai dit, les phylocomplexes, ils ont leur certitude par rapport à déjà ce qui est intéressant d'apprendre et pas, et puis ce qui est... ils ont l'impression que les phylocomplexes, et vraiment je me tape dessus en premier, donc je dis du mal de personne d'autre que moi là, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre certaines choses parce qu'ils ont la science infuse, ils les savent déjà, ces choses-là. Je parle beaucoup des enfants là. Et donc ils font très vite le tour du sujet, mais comme on dit, quand on fait le tour du sujet, ça veut dire qu'on n'a pas forcément approfondi les choses. Ils font très vite le tour du sujet, ils ont l'impression qu'ils ont bien compris à peu près le truc, et donc rapidement leur cerveau passe en automatique, et ils apprennent comme ça des automatismes erronés, et ils se retrouvent devant une copie où ils ont compris à moitié la consigne, où ils sont allés trop vite, ou alors ils ont mal appris un truc parce qu'ils ont appris que de façon approximative, parce qu'ils ont juste compris le schmilblick, mais pas vraiment dans la précision, et donc ça fait des mauvais apprentissages. Et donc là, c'est hyper difficile, pas tant que ça, mais le truc, c'est d'arriver à repasser d'une pensée automatique à une pensée beaucoup plus laborieuse et qui décompose. Donc, ça leur fait double de travail quand ils sont obligés de déconstruire pour reconstruire. Ok, alors malheureusement l'heure avance, on est déjà à 19h passées, c'est vraiment passionnant. On n'a pas abordé le quart de ce qu'on voulait aborder. Héloïse, tu veux dire un mot? Oui, c'est vrai que c'est passionnant. On aimerait rester une heure de plus, mais j'ai plein d'autres questions, donc je vais les garder pour un prochain Twitch, pourquoi pas. Mais je voulais vous retransmettre quand même la question, une question qui a été posée par un internaute, qui posait la question de la performance, hein, en disant est-ce que c'est pas aussi un signe d'intelligence? En tout cas, on sait qu'aux États-Unis, par exemple, il y a eu pas mal de travaux autour de la notion de grip, le fait de s'accrocher. Effectivement, votre fils joueur de tennis, ça doit être important aussi pour ces matchs. Est-ce que là aussi, voilà, ça ne fait pas partie de cette vaste définition de l'intelligence? Et puis, ce sera peut-être moi ma dernière question, en tout cas, qui n'est que... Oui, ça fait complètement partie de mon modèle, hein. Encore une fois, mon livre s'appelle Le secret des performants, et pourtant il présente un modèle de l'intelligence. Donc ce que j'explique, c'est que l'intelligence est un état et pas une capacité, et que donc
cet état, il se décompose en 3 phases. La phase la plus basse, que j'ai appelée l'antiphase, où on n'est pas en phase avec son environnement, donc on est dans son état d'intelligence minimale, donc on est plutôt dans le rejet, plutôt dans l'échec, dans la fragilité, on est dans quelque chose de compliqué, ça nous est arrivé à tous. La phase du milieu, que j'ai reprise la compétence, donc quand on est en compétence, en état de compétence, ce qu'on est à l'état du milieu de son état d'intelligence, on arrive à répondre correctement par rapport à ses capacités, aux attentes de son environnement. Et puis le Graal, l'état de performance, qui fait partie donc de cette gradation de l'état d'intelligence, qui est l'état le plus élevé et qu'on a tous connu, où tout d'un coup on a l'impression que tout déroule et qu'on arrive à montrer ses capacités au mieux. Donc évidemment, oui, s'accrocher, quand on est en état de performance, tous, ici autour de la table et même les personnes qui sont là avec nous, on a tous vécu ce moment-là où chacun avec ses capacités, tout d'un coup ça déroulait et on est dans une sorte d'obsession quand on est en état de performance, on est dans une tunnelisation attentionnelle et voilà, on est en effet accroché par la réalité. Complémentaire pour Michel Habib, est-ce que la performance aussi, ça ne s'enseigne pas, ça ne s'apprend pas aux enfants? Est-ce que c'est qu'un état ou est-ce que c'est pas aussi un travail finalement? C'est qu'il y a eu des travaux en sociaux, par exemple de Sandrine Garcia aussi, sur la transmission du goût de l'effort. Est-ce que ça fait pas partie des choses sur lesquelles justement des enfants qui sont très intelligents mais qui ont des troubles de l'apprentissage ou qui sont dans ce modèle de phylocognition complexe, et ça pourrait être un levier aussi pour les mener sur la voie de la performance. Oui. Alors là, vous me posez une question, je suis vraiment incompétent. Donc, moi, j'aurais plus tendance à parler de compétences, justement, plutôt que de performance. Donc, c'est probablement complémentaire avec le niveau dans lequel se place Fanny, qu'elle situe au-dessus. Mais déjà, si on se contente d'analyser les compétences, on peut avoir je dirais, un profil ou un dessin assez complet de ce qu'est le profil cognitif d'un individu. Et c'est ça finalement qu'on va rechercher en termes de clinique. C'est un individu vient nous voir avec ses difficultés et ses qualités, on va dire, ses excellences. Et il nous faut faire un dessin le plus juste possible de l'ensemble de ses compétences. Là où il est bon, là où il est excellent et là où il est moins bon, pour pouvoir mettre en place, tant du point de vue pédagogique que du point de vue rééducatif, le cas échéant, les solutions les plus efficaces. Donc, moi, je m'arrêterai au niveau de la compétence et je laisserai à Fanny celui de la performance. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là, ça va être le mot de la fin. L'heure est déjà bien avancée. Comme je disais, voilà, on aurait pu en parler encore, c'était passionnant. Si vous voulez aller plus loin, voilà, je vous mets tout de suite donc, le livre de Michel Habib, et je vais vous le mettre aussi dans le chat. L'enfant à haut potentiel intellectuel, regard croisé, donc écrit avec Olivier Revol et Vincent Brun. Vincent, c'est ça le V, Vincent Brun. Voilà, je vous mets les références tout de suite, hop, dans le chat. Le livre de Fanny Nussbaum, Le secret des performances chez Odile Jacob, que vous voyez aussi s'afficher à l'écran et d'où vous avez la référence dans le chat aussi. Vous avez le lien. Et puis voilà, notre dernier numéro. Qu'est-ce que l'intelligence, que vous pouvez trouver en kiosque et qui approfondit aussi voilà, la notion d'intelligence et ce dont on a parlé ce soir. Voilà, je vais vous remercier chaleureusement, Michel, Fanny, Héloïse, merci beaucoup d'avoir participé, c'était un plaisir de vous recevoir. On a aussi un petit livre qui vient de sortir, j'ai oublié de le signaler, Hugo, voilà, c'est celui-là. Mais, en fait, tu es en train d'empiéter sur ce que je vais dire tout à l'heure, Héloïse. Mais voilà, je voulais déjà remercier nos invités, merci beaucoup. Et en fait, voilà, je voulais vous dire que la semaine prochaine, on va faire une lecture ensemble
de ce livre qui vient de paraître aux éditions Sciences Humaines. Donc on va choisir quelques chapitres pour voilà, parler de la psychologie de l'enfant. Je vais traiter en particulier la question de la violence entre enfants et du harcèlement scolaire, parce qu'il s'avère que l'article sur le harcèlement scolaire dans ce bouquin, c'est moi qui l'ai écrit, donc c'est celui sur lequel je suis le plus compétent. Et puis il me semble que c'est un sujet intéressant, donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour en parler, mercredi 18h, comme d'habitude. D'ici là, voilà, passez une très bonne soirée, portez-vous bien. Encore merci à tous les trois pour votre participation et pour ces discussions passionnantes. Et voilà, à Merci à très bientôt. vous. Au revoir, Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au Et merci revoir. Hugo. avec plaisir. Merci Hugo.